un travail absolument fabuleux pour réunir cette palette d'intervenants, d'experts, de scientifiques, de sociologues, d'urbanistes et j'en passe, et qui nous ont, je pense, en tout cas, moi, intellectuellement, m'ont vraiment réjoui et nourri pendant ces 2 jours. Voilà, merci. Merci à vous, Marie Attino. C'était important de pouvoir adresser ces remerciements aux équipes, à l'organisation. Résilience des métropoles, effet de mode, nouveau modèle. Alors je tiens à excuser Magali Talandier qui devait être à nos côtés ce soir, mais les contraintes et les contingences ferroviaires font qu'elle n'a pu être avec nous ce soir. Néanmoins, je me ferai modestement la porte-voix d'un certain nombre des idées qu'elle a mis en mots dans ce petit ouvrage qui est finalement la version écrite d'une conférence qu'elle a pu présenter. Résilience des métropoles, le renouvellement des modèles, on va largement en parler. Néanmoins, à côté de moi, 2 intervenants que je remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici à Rouen. Stéphane Cordobès, vous êtes géographe, philosophe, photographe et vous avez écrit entre autres ce livre « Si le temps le permet » aux éditions Berger-Levrault, enquête sur les territoires du monde anthropocène. Le monde anthropocène, on en reparlera parce que l'anthropocène, je la connaissais, et les mondes anthropocènes, j'ai envie qu'on les connaisse afin d'y entrer, sans doute. Et puis également Xavier Desjardins, vous êtes professeur des universités à Paris-Sorbonne. Vous avez là aussi écrit plusieurs ouvrages, ceux que j'ai lus. La métropole performative, échelle de la fabrique métropolitaine rouennaise, coécrit avec Jean Debry. Et puis la gouvernance des métropoles et des régions urbaines, des réformes institutionnelles aux coopérations territoriales, aux élections. C'est un lapsus intéressant pour nos sujets de territoire. Aux élections, aux éditions Collection Recherche. Excusez-moi pour ces petites erreurs. Résilience des métropoles, effet de mode, nouveau modèle. J'ai envie qu'on commence justement à expliciter ce mot de résilience, parce que finalement, on l'a employé depuis 2 jours, et je ne suis pas persuadée que tous, on mette exactement la même chose derrière ce mot, et c'est d'ailleurs à cet exercice que se prête Magali Talandier dans ce texte. Je vais commencer avec vous, Stéphane Cordobès, puisque vous m'aviez envoyé, avant qu'on se rencontre là, un article où justement vous posiez la question de ce terme. Est-il galvaudé ou pas? Qu'est-ce qu'on y met ou pas? Merci. Merci de l'invitation, merci de la question. Alors je ne sais pas si je dois vous remercier de la question en fait, parce qu'après une journée et demie de débat, en venir à se poser la question de la pertinence du terme, c'est peut-être un petit peu gênant ou même voire franchement casse-gueule. Provocateur en tout cas. Provocateur assurément. La question qui se pose quand un mot comme ça apparaît, au départ la résilience vient du champ psychologique. Je pense que ça a d'ailleurs été rappelé ce matin assez rapidement. La résilience, c'est après un choc traumatique, le processus de rééquilibrage qui se produit et qui permet de retrouver une vie normale, mais différente. Et je pense que ces points sont rappelés parce que, évidemment, quand on emploie le terme de résilience en se disant on est un territoire, on travaille à sa résilience avant même qu'un choc soit apparu, on peut se dire mais est-ce que finalement là on ne confond pas résilience et adaptation par exemple, ou atténuation. Donc effectivement le terme en soi, le passage du champ psychologique au champ territorial ne va peut-être pas de soi, et on peut se poser la question si le terme est bien utilisé ou si c'est le plus pertinent. Bon, en même temps, on sait que faire de la politique, c'est produire du récit, c'est produire des fictions, que pour produire des récits et pour qu'on adhère à ces récits, il faut utiliser des mots. Et finalement, ce qui paraît le plus intéressant, c'est peut-être pas tant, c'est le praticien qui parle, hein, c'est peut-être pas tant de se demander si finalement ce basculement de la résilience dans le champ territorial est pertinente, si ça correspondrait à
quelque chose à une essence, à quelque chose, à un sens qui n'est pas, qui serait déterminé et qui est juste ou pas juste. C'est plutôt de se demander en quoi l'usage de ce mot est performatif et finalement permet de mettre en place des nouvelles manières de travailler, des nouvelles politiques qui vont finalement répondre aux enjeux auxquels les territoires doivent répondre aujourd'hui. Donc, pour peut-être répondre rapidement à votre question, qu'il y ait un phénomène de mode autour de la résilience dans le champ politique et territorial, assurément, qu'à travers ce terme, on trouve des pratiques qui par ailleurs ne sont pas forcément originales ou innovantes et qui relèvent du développement, de l'adaptation, de tout un tas de choses, assurément aussi. Mais si le terme, par ailleurs, permet aussi d'inventer des nouvelles manières de fabriquer la ville et les territoires, dans ce cas-là, il ne faut pas s'en priver. Il ne faut pas s'en priver. D'ailleurs, vous écrivez, nous avons besoin de mots efficaces. Donc on va, par notre discussion, mesurer l'efficacité de ce terme. Et vous avez aussi parlé de performatif, utilisé cet adjectif. Xavier Desjardins, est-ce que ce mot résilience, vous trouvez qu'il est porteur de performativité? Et je fais là aussi référence à ce livre, La métropole performative. Oui, merci. Alors effectivement, ce mot est à la mode, on l'entend beaucoup. Et il y a quelques années, avec mon collègue Francis Bossière, on s'était amusé à faire un autre livre, tout petit, comme celui-là, mais qui s'appelait La ville prise au mot. On s'était amusé à regarder la ville quelque chose. Et des villes, je les ai notées sur mon cahier parce que je les ai oubliées, mais il y a une succession. La ville durable, ça on l'a beaucoup entendu. La ville frugale, la ville radieuse, la ville creuse, la ville verte. On a eu tout un tas comme ça de successions de mots qui pourraient dire, bon voilà, encore un, etc., etc. Nous, notre attitude était de se dire, avec ce collègue, et on la partage là avec Stéphane, de se dire, bon, regardons quand même, ça doit vouloir dire quelque chose quand même, c'est-à-dire pas une attitude purement de haussement des épaules. Et je pense que ça veut dire des choses. Là, je reviens d'un moment d'échange avec des étudiants allemands et tchèques sur cette question de la ville résiliente. Et je vous dis juste ces deux choses auxquelles je n'avais pas pensé que m'ont ramené ces étudiants. Je vous l'ai dit là. La première, c'est beaucoup d'entre eux, surtout les étudiants allemands d'ailleurs, n'utilisent en allemand le mot résilience n'existe pas comme resilient, etc. Mais bon, ils n'utilisent pas tout à fait, ils utilisent une traduction. Mais beaucoup étaient quand même très critiques face au terme, parce que justement, ils l'entendaient, et Stéphane aussi le rappelait, comme adaptation, etc. Donc, d'une certaine manière, comme une incantation de la population, à dire n'importe quel que soit le choc, mets-toi en capacité de rebondir quoi qu'il arrive. Et donc, il y avait une attitude un peu négative. Et puis, deuxièmement, il y avait des étudiants tchèques, et c'était assez amusant, parce qu'ils disaient, vous savez, en fait, maintenant, il y a un programme de l'Union européenne pour la résilience, là, depuis 1 an. Et donc, d'une certaine manière, ils avaient une vision très utilitariste du terme, en disant qu'il fallait absolument l'utiliser, parce que c'est comme ça qu'on labellisait pour obtenir des fonds européens. Je dis juste ça comme ça, mais c'est intéressant aussi de voir d'où viennent les mots. C'est-à-dire que là aussi, l'Union européenne joue un rôle très important, parce qu'on l'utilise beaucoup dans l'anglais qui sert de langue commune à l'Union européenne. Qu'est-ce que ça sert Je trouve quand même, moi, dans Résilience, il y a deux choses qui me semblent tout à fait intéressantes, et je vais dire des banalités parce que ça a été beaucoup dit. Le premier, c'est que l'histoire est tragique. Dans Ville durable, on n'entendait pas ça, parce qu'effectivement, des chocs, des catastrophes, ça nous rappelle ça. Alors, dans Ville durable, c'est un peu l'esprit années 90, fin de l'histoire, etc. On est une vision très irénique, sociale, écologique, etc. Et Résilience, remet en avant cette dimension-là, que je trouve extrêmement intéressante à penser. Ça fait toujours qu'on y réfléchit, donc je dis quelque chose qui est très banal, mais je le rappelle. Et le deuxième aussi, c'est que je trouve pour l'urbanisme, l'aménagement, ceux qui font le ménage de l'espace, c'était dit tout à l'heure, ces techniciens de la surface terrestre, voilà, parce que moi je fais de l'aménagement, de l'urbanisme, de la géographie, je trouve que c'est très intéressant parce que ça détache totalement l'idée d'une bonne forme, d'un bon agencement, d'une finalité, puisqu'en fait, quand on dit une ville résiliente, en fait, c'est créer une société urbaine, c'est mettre en capacité la société urbaine. Et je trouve que ça, je dirais, dans l'histoire de la pensée de l'urbanisme, qui est quand même ultra déterminée par des pensées formelles, de la bonne ville, etc., je trouve que c'est quand même quelque chose de vraiment intéressant qu'on a intérêt à travailler ensemble. Et je trouve que c'est... Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire alors que là, on est dans l'idée finalement d'un nouveau modèle qui démodélise en fait, qui permet en fait le territoire de se délester de modèles forts qui viendraient se plaquer pour s'imaginer par elle-même, se construire, reconstruire. Il y a de ça dans ce que vous venez de dire.
Oui, tout à fait, parce que par exemple, si vous prenez un manuel de la ville durable, ça existait, qu'est-ce que vous aviez, enfin, c'était publié à 20 ans, bon, voilà, la ville ne doit pas trop s'étaler, il faut prévoir des alternatives à l'automobile, etc. Toutes choses qui sont par ailleurs excellentes, il n'y a absolument pas de problème avec ça, mais finalement, on avait une forme de représentation spatiale a priori d'un certain nombre de mise en œuvre de modèles d'urbanisation. Avec la notion de ville résiliente, je pense que cette entrée par un modèle d'agencement territorial n'est pas présent. Et effectivement, je trouve que c'est intéressant parce que ça oblige à chaque fois, enfin en tout cas c'est la promesse qu'on peut espérer avoir avec la question de résilience, c'est qu'à pour chaque territoire, d'une certaine manière, c'est réfléchir à la mise en capacité d'une société urbaine. Et je trouve que ça ouvre beaucoup plus l'imaginaire d'une certaine manière que des modèles précédents qui ont pu être très très diffusés. Alors, vous vouliez compléter, Stéphane Cordobès? Je voulais simplement compléter en disant, si on prend au sérieux et au pied de la lettre le terme de résilience, tel qu'il a été défini au départ, autrement dit la capacité de rebond ou de rééquilibrage après un traumatisme, le terme résilience a, par rapport à la problématique anthropocène, néanmoins un sacré intérêt. Ce sacré intérêt, c'est de considérer que la crise, elle n'est pas devant nous, mais on y est déjà. C'est-à-dire que considérer que l'on va construire des métropoles résilientes, à nouveau, si on suit le texte à la lettre, c'est considérer que nos modèles, nos manières d'habiter la Terre sont déjà en crise. Une crise de l'Anthropocène peut se définir comme une crise de l'habitabilité terrestre, et que, de fait, se dire qu'on va rentrer dans des trajectoires résilientes implique que l'on accepte, d'où qu'on parle et où que l'on soit, qu'on en est déjà là. Donc, oui, on est dans le déjà là. On en est déjà là. Et par rapport au nouveau modèle, donc effectivement, par la même occasion, il n'y a plus de modèles qui tiennent. En tout cas, les anciens modèles ne tiennent plus, puisque ce qui leur a permis de se développer, de s'installer, de se déployer, n'existe plus. Donc il faut les réinventer. Et de ce point de vue-là, je trouve que le terme résilience a une véritable force, à condition qu'on ait tous en tête ce fait que la catastrophe, pour citer Dupuis, que la catastrophe est déjà là, que c'est en considérant que la catastrophe est déjà là qu'on peut véritablement la prendre au sérieux. C'est extrêmement intéressant. Alors poursuivons ces réflexions. Effet de mode, en gros, on a répondu oui. Oui, mais pas que. Et pas que, donc nouveau modèle. Je pense qu'on aurait pu mettre nouveau modèle au pluriel, justement, avec les précisions qu'on vient d'apporter. Et j'ai envie qu'on explore ces nouveaux modèles, peut-être, alors pas des caractéristiques fixes et fermées, mais peut-être des pistes d'exploration, notamment en termes d'urbanisation. Avec, dans ce livre, La gouvernance des métropoles et des régions urbaines, vous êtes allé regarder différents territoires français, mais aussi européens. Et vous avez regardé des caractéristiques qui reviennent, des divergences, des convergences. Quand ce livre ne traite pas des questions de résilience, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous plaquez ce mot de résilience dessus, est-ce qu'il y a des choses qui se dégagent, des lignes de force, des tendances? Oui, dans ce livre-là, donc sur la question des métropoles, ce qu'on regardait, en fait, ce qu'on comparait, c'est qu'il est parti déjà d'une préoccupation française. C'est que les métropoles, on en parle beaucoup, puisque en 2015, on a créé une nouvelle... C'est un nouveau nom d'un groupement de communes, voilà, qui s'appelle métropole. Et d'une certaine manière, dans l'histoire des groupements de communes, ça ne change pas énormément. C'est un peu plus de compétences partagées, mais d'une certaine manière, on est dans la continuité de processus de groupement de communes qui existent depuis les années 60 avec les communautés urbaines, etc. Puis là, je dirais que c'est un renforcement, mais sans changement majeur, je dirais, d'une certaine manière, de la pensée de l'administration du territoire. Ça a eu un effet psychologique quand même, je pense important, le fait que le mot métropole soit là, puisque ça les a, je dirais, rendus beaucoup plus visibles. Métropole, ça parle plus que communauté urbaine, et puis en plus, on est descendu, je dirais, dans la mature urbaine française. Les métropoles, il y en a 22, donc on va dire que c'est les 22 plus grandes villes françaises, d'une certaine manière, sont des métropoles. Et ce qui est très nouveau, d'une certaine manière, c'est que ça donne une visibilité beaucoup plus grande, une visibilité politique beaucoup plus grande, justement, aux politiques locales qui sont menées dans les grandes villes, en France, depuis quelques années.
ce qui est, je dirais, l'inverse d'une tradition française dans laquelle les grandes villes, à la fin des années 90, il y avait un livre de François Hacher, qui est maintenant décédé, mais qui était un collègue, qui s'appelait La République contre la ville. Donc on avait justement une grande tradition politique, d'une certaine manière, d'effacement du fait urbain, et depuis quelques années en France, on a un revirement. Et donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est de regarder justement dans d'autres pays. Et en fait, de ce point de vue-là, la France est très particulière, parce que c'est une des plus tardives en Europe, d'une certaine manière, qui a donné son assise politique à ces grands ensembles métropolitains. C'est ce que l'on voit tout à fait nettement dans ce travail-là. Ce que l'on montre aussi, d'une certaine manière, c'est que il y a un sujet, il y a une différence majeure, on va dire ça comme ça, dans le lien entre ces pouvoirs métropolitains et les dynamiques d'urbanisation, et une interrogation commune. Une différence majeure qu'on a pu observer entre la France et les plupart des pays qui sont comparés ici, qui sont la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, la différence majeure dans les dynamiques d'urbanisation, et ça c'est très particulier, c'est quand même qu'en France, plus qu'ailleurs, la dynamique d'émiettement urbain, d'étalement urbain, d'éparpillement, enfin, on va pas, ici, entre spécialistes, on se prend souvent la tête sur les mots, etc. Mais vous voyez bien ce que je veux dire, enfin, cette dynamique de périurbanisation, si on l'appelle, est quand même en France beaucoup moins contenue qu'ailleurs, beaucoup plus éparpillée, pour tout un tas de raisons, dont justement le temps long de l'émiettement communal, etc., etc. Et donc, ça crée... Ça entraîne une autre différence tout à fait majeure avec les autres villes européennes qui sont comparées ici, et je vais assez vite, c'est que la dynamique de retour vers le centre, c'est-à-dire de réurbanisation, disent souvent les Allemands, cette dynamique-là qu'on observe souvent, elle est beaucoup plus tardive dans les villes françaises. Et par exemple ici, je dirais, on serait dans une ville allemande, le quartier Flaubert serait fini depuis 10 ans. Mais pour des raisons, de dynamique de retour vers le centre, etc. Donc ça crée quand même une particularité, je dirais, ça a beaucoup d'effets sur la dépendance automobile, sur l'artificialisation de l'espace, etc., que l'on retrouve évidemment dans les autres pays européens, mais que l'on retrouve avec une intensité particulièrement aiguë dans notre pays. Et on en voit bien les conséquences et toutes les difficultés pour les politiques qui visent justement à nous rendre moins dépendants de l'énergie et qui veulent redonner plus d'importance à des sols qui servent à autre chose que construire des bâtiments commerciaux ou des habitations ou de l'habitat, etc. Un point commun aussi qui nous a beaucoup intéressés, c'est que dans toutes les villes, une des grandes questions, on pourrait dire dans les fronts pionniers des politiques publiques de ces grandes villes, c'est de retrouver le lien entre ces métropoles et leur environnement immédiat. Ah ben justement, ça je voulais y venir, donc c'est exactement là où je voulais que l'on aille. Allons-y. Donc j'y vais. Alors, tout à l'heure, Joël Zac, pour ceux qui étaient là, à la fin de sa présentation, nous rappelait que effectivement la relation ville-campagne, c'est la ville qui domine les espaces agricoles, etc. Bon, on peut dire, est-ce que c'est une domination, qui entre le maître et l'esclave, etc. C'est une dialectique. On ne sait pas qui domine qui, mais effectivement, il y a toujours eu cette relation. On pourrait dire que la grande spécificité contemporaine, d'une certaine manière, c'est que la ville domine des campagnes ou que des campagnes dominent les villes, enfin peu importe, qu'il y ait une relation, mais qu'en tout cas la relation de proximité est de moins en moins évidente. Pour les relations domicile-travail, si, c'est évident, il y a des gens qui habitent à 20 km de la ville et qui travaillent. Mais quand on prend les circuits alimentaires, les circuits productifs, les circuits d'approvisionnement des artisans, etc., on voit bien que d'une certaine manière, c'est un désencastrement, mais ce n'est pas les métropoles qui s'en vont du territoire, mais c'est aussi les campagnes d'une certaine manière, et c'est un désencastrement. Moi, pour l'illustrer, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'image d'une thèse. Alors c'est une carte qu'il faut faire dans votre tête parce qu'elle n'est pas sur le diaporama, mais elle est très facile à faire. C'est bassin alimentaire de Paris pendant la Révolution française, c'est 200 km autour de Paris. Bassin alimentaire de Paris au moment de l'érection de la Tour Eiffel, 1889, c'est la France, c'est le réseau ferroviaire français qui fait que voilà, on approvisionne Paris comme ça. Et puis aujourd'hui, vous avez la carte du monde, et puis vous avez moins de 5% qui vient de 200 km autour. Et donc effectivement, ça change complètement. Donc effectivement, les métropoles, grandes concentrations urbaines sont super prédatrices, mais malheureusement, elles sont prédatrices de plein de trucs, mais pas forcément de ce qui est à côté. Et ça crée à la fois donc l'agriculture, puis vous prenez l'économie, c'est un peu pareil. Avant, pour fabriquer une voiture, c'était Paris, Cléon, etc. Aujourd'hui, le système Renault, c'est plus le bassin de la Seine.
Donc tout ça, ça introduit en fait une question politique qui est compliquée, c'est justement on pourrait dire ce réencastrement. Et pourquoi le faire? Pour des raisons écologiques évidentes, c'est-à-dire que les haricots qui viennent du Kenya, c'est très bon, mais si ça venait de moins loin, ce serait sûrement mieux. Donc il y a des raisons écologiques, mais aussi d'une certaine manière de recréation de systèmes de solidarité aussi, je dirais, entre les gens qui habitent un territoire. Et donc ce que l'on a vu, c'est que ça, d'une certaine manière, c'est un peu, je dirais, voilà, un front pionnier des politiques publiques locales, puisque recréer l'alimentation, par exemple, ça ne fait pas partie de la liste des compétences décentralisées aux communes, vous savez, gna gna gna. Pourtant, elles sont très nombreuses à travailler dessus, pareil sur l'énergie, pareil sur l'approvisionnement en bois, etc. Et donc, ce qu'on a vu, ce qui était très intéressant, c'est que, et là, pour le coup, la France n'a pas de retard, ou d'avance, en tout cas, là, on voit bien qu'il y a un mouvement que je trouve extrêmement intéressant, et ça fait un lien entre résilience et gouvernance des métropoles, d'une certaine manière, donc nos sujets. On voit bien comment aujourd'hui, voilà, dans tout un tas de pays, avec tout un tas de dispositifs juridiques, d'animation différents, etc., les collectivités en horizontalité, c'est-à-dire en coopération locale, essaient de recréer, par leur propre action, d'une certaine manière, de resolidariser les métropoles et leur environnement immédiat. Et ça, on l'a regardé en comparaison européenne et ça nous semblait ça nous a semblé, en tout cas nous, quand on a regardé ça, ça nous intéressait bien. Donc résilience et réencastrement de la métropole dans sa géographie et dans sa matérialité, d'ailleurs, vous dites dans le livre. Stéphane Cordobès, dans le Si le temps le permet, vous êtes allé explorer un tout autre territoire, puisque vous êtes parti, on pourrait dire, au bout du monde, sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et là aussi, finalement, cette question des interdépendances, de cet entrelac de liens, vous l'avez constaté, mais pourtant dans une géographie, un espace totalement différent. Oui, alors Saint-Pierre-et-Miquelon n'est pas une métropole. Non, on est bien d'accord. J'ai bien dit un tout autre territoire. Ce qui néanmoins est intéressant, le lien est intéressant à faire dans la mesure où étudier Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un territoire effectivement perdu au bout du monde, face au Canada, sous Terre-Neuve, et une métropole, c'est non pas en les comparant comme entités territoriales ou urbaines, mais en les comparant à travers les interdépendances qu'elles vont nouer avec les territoires proches, enfin plus ou moins proches ou très éloignés. Si Magali avait été là, je pense qu'elle nous aurait parlé de métabolisme métropolitain et aurait fait une magnifique démonstration sur la manière dont finalement la métropole, c'est pas tant une collectivité qu'un espace urbain d'interdépendance et qui se joue à différentes échelles, et qu'une manière d'étudier les métropoles de manière pertinente pour penser les résiliences, c'est de penser ces systèmes de flux et d'interdépendance qu'effectivement, Xavier, tu disais, il est sans doute intéressant de réfléchir à la manière de les raccourcir, etc. En tout cas, de les transformer pour qu'ils soient plus durables. Parce que peut-être que le raccourcissement n'est pas forcément le critère absolu et qui vaut partout, contrairement à ce qu'on peut entendre souvent. Mais en tout cas, la nécessité de repenser ces relations d'interdépendance de manière à ce que leur empreinte sur le système terrestre soit moins important et plus soutenable, assurément, est une voie de réflexion et d'action extrêmement intéressante. Alors, je me suis éloigné de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais alors pourquoi Saint-Pierre-et-Miquelon, cette comparaison entre Saint-Pierre-et-Miquelon et une métropole? C'est que Saint-Pierre-et-Miquelon a la caractéristique d'être un territoire qui s'est développé sur une mono-industrie, la pêche, en finalement créant assez peu de valeur, puisque hormis cette logique d'extraction et puis de traitement minimal, on pêche le poisson, on le nettoie, on le filette, on le sale, et puis on l'envoie en Europe. Donc c'est un territoire qui s'est développé sur cette activité. Pour que le territoire vive, ça implique que le poisson soit vendu ailleurs, parce que l'essentiel de ce qui était pêché à Saint-Pierre-et-Miquelon n'est évidemment pas consommé sur place. Donc Saint-Pierre-et-Miquelon, en fait, a sans doute plus de liens avec les métropoles qui achetaient le poisson qui était pêché là-bas qu'avec son territoire proche. D'ailleurs, les liens étaient souvent difficiles, puisque les relations France-Canada dans cet espace n'ont jamais été simples et ont souvent été conflictuelles. Et puis, après ce développement industriel, donc c'est un territoire qui
qui connaît un certain niveau de richesse. Encore aujourd'hui, il n'y a pas de pauvreté à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce territoire, à un moment, devient une espèce d'archétype de l'Anthropocène. C'est en tout cas mon hypothèse. Pourquoi? Parce que d'une part, son modèle industriel s'effondre. Mais il s'effondre pas pour n'importe quelle raison. Il s'effondre pas parce qu'il n'y a plus de marché. Il s'effondre parce qu'il n'y a plus de poissons. Parce qu'il y a l'effondrement de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon, et c'est pas que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est les activités de pêche régionales ont littéralement effacé de la carte les ressources de morue qui, pendant 150 ans, ont permis une exploitation intensive de ce poisson. En termes classiques, on dirait c'est une rupture économique, c'est un changement de modèle. Bon. Premier choc. Deuxième choc, et on rentre encore un peu plus dans l'anthropocène, parce que du point de vue de l'Anthropocène, c'est pas une mutation économique. Du point de vue de l'Anthropocène, c'est un écocide qui se traduit par une extinction d'une espèce et par la fin d'un modèle économique, culturel, social. Et si l'État français n'avait pas choisi de compenser cette perte d'activité et cet arrêt de la pêche, aujourd'hui Saint-Pierre-et-Miquelon n'existerait pas. Il y a d'autres îles dans les mêmes régions du monde canadiennes qui ne sont plus des îles habitées parce que les gens en sont partis après cet arrêt d'activité. Donc on est déjà un peu dans un monde, on n'est pas dans une métropole, mais on est déjà dans un modèle où on voit une sorte d'effondrement partiel, mais un effondrement quand même. Et puis deuxième épisode qui vient se greffer là-dessus, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon, de par sa situation géographique, donc en climat subarctique, est un des territoires français qui est le plus, je ne sais pas si on peut faire des plus du moins, mais enfin qui est très impacté par le changement climatique, par le changement global. Le réchauffement dans cette partie du monde va très vite. Et les conséquences de ce réchauffement se font également sentir avec des érosions accélérées, avec des risques de submersion qui s'accroissent, avec la nécessité de repenser l'habitabilité de ce territoire, mais concrètement. C'est-à-dire que la question, par exemple, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait du village de Miquelon, parce qu'il va falloir le déplacer dans les 20 ans qui viennent. Deuxième choc. Deuxième épisode, deuxième façon de dire c'est un archétype anthropocène. Et puis, c'est le lien avec la métropole. Qu'est-ce qui fait que Saint-Pierre-et-Miquelon, quelque part, est intéressant? C'est qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, on n'est absolument pas autonome, on n'est absolument pas autosuffisant, et encore en considérant que ce soit un but à atteindre. Saint-Pierre-et-Miquelon est un tout petit territoire, mais qui est complètement dépendant de l'urbanisation généralisée du monde et dépend pour se nourrir, pour se former, pour se chauffer, pour satisfaire l'ensemble de ses besoins minimaux et ses besoins vitaux qui dépendent du reste du monde. Donc c'est pas une métropole, mais quelque part c'est un territoire qui est fortement métropolisé parce que fortement interdépendant de ce qui se produit ailleurs dans le monde. Là encore, c'est extrêmement intéressant. J'essaye de retenir au fur et à mesure peut-être des idées clés. Résilience comme réencastrement dans sa géographie territoriale. Résilience comme interroger l'habitabilité de notre géographie, et résilience comme repenser les interrelations avec les territoires autour ou en lien en tout cas. Quelque chose d'extrêmement intéressant dans ce livre, Stéphane Cordobès, c'est qu'au fil des pages, on sent que la question, alors je le dis, Stéphane Cordobès est également photographe, il y a beaucoup de photos dans ce livre, on sent que la dimension esthétique de l'imaginaire est extrêmement importante. Tout à l'heure, Camille de Toledo a utilisé l'expression service public de l'imaginaire. Je me suis dit, ça, il faut que je le dise à Stéphane Cordobès. Ça serait pas mal, un service public de l'imaginaire pour construire la résilience des territoires. Parce que l'imaginaire, comme le réencastrement, comme l'habitabilité, c'est une dimension pour toucher et donner corps à cette résilience. Bon. Il faut quand même dire que la formule de Camille est tout à fait magnifique. Hein. Bah ouais, c'est pour ça. Je ne sais pas s'il est encore là. Non, il devait prendre un train, mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, alors, moi je suis pas écrivain ou je pratique pas la philosophie comme Joël. Donc moi, les questions que je me pose sont finalement des questions très pratiques de quelqu'un qui travaille dans les territoires et qui essaye de réfléchir avec les acteurs locaux à la manière de faire face à cette crise. Mais c'est une crise de l'habitabilité, mais c'est surtout, on disait tout à l'heure, c'est surtout la nécessité d'inventer un nouveau modèle ou tout simplement la nécessité d'édifier un nouveau monde. Pourquoi nouveau monde? Parce que si on considère que l'Anthropocène, c'est ce qui succède
au monde moderne, autrement dit à tout ce processus d'urbanisation d'une part, d'extraction, de production, de consommation des ressources de la Terre au-delà de ce qu'elle peut donner à long terme, que cette situation se traduit par une crise avec le fait que certains territoires ne vont plus être habitables, ou que d'autres vont être menacés dans leur possibilité d'habitation, ou vont devoir en tout cas s'adapter, on voit bien. Là, je me suis perdu, mais c'est pas grave. Si on était sur ce chemin de l'imaginaire comme façon d'entrer en monde anthropocène. Donc, si c'est ça l'anthropocène, si c'est la nécessité d'inventer un nouveau monde, on voit bien aussi dans les territoires la difficulté d'appréhender, de comprendre au sens d'entendre, mais aussi d'accepter cette transformation qui est à l'œuvre. Je crois que tous ceux qui travaillent dans les territoires, qu'ils soient universitaires, chercheurs, consultants, etc., et qui travaillent sur la transition, la première difficulté, c'est de faire accepter le fait que cette nouvelle histoire qu'on essaye de raconter n'est pas qu'une fiction, que c'est une histoire qui va arriver et que la nécessité de s'adapter n'est pas une fausse nécessité, mais une nécessité absolue qui engage parfois la survie des populations qui résident dans ces territoires. Saint-Pierre-et-Miquelon est un très bon exemple. La menace est prégnante, visible, on peut la toucher du doigt, mais néanmoins, le simple fait de se tomber d'accord pour quitter le lieu dans lequel on habite, auquel on est attaché, est extrêmement compliqué. Je travaille également en ce moment sur les questions de littoral. Les gens, je menais pas mal d'entretiens, tous me disent, mais la première difficulté pour adapter les littoraux français à l'élévation du niveau de la mer, enfin avec tout ce qui compte, c'est d'abord de croire que ça va arriver. Parce qu'il y a un effet de sidération extrêmement paralysant, au-delà de la difficulté, on le voit bien, à comprendre et appréhender tout ça, il y a une sidération qui est complètement paralysante et on est plutôt fait pour considérer pour se protéger que ça n'arrivera pas. Bon. Et là, il y a une vraie... donc comment on arrive à faire en sorte, tout simplement, que les habitants des territoires et ceux qui sont particulièrement exposés y croient. Je dis les habitants, c'est les élus, c'est les techniciens, c'est les citoyens, etc. Comment on peut y croire? Comment on peut, par exemple, croire que là où on est, en 2050, avec un réchauffement climatique à 2 degrés, 2,5 degrés, une élévation du niveau de la mer de 40 cm, potentiellement, on pourrait avoir les pieds dans l'eau, là. On a de temps en temps les pieds dans l'eau sur les quais du 106. Voilà, ça arrive. Mais ça pourrait arriver plus... Alors que là, on est plutôt dans une zone confortable. Il y a une magnifique création de paysage de l'autre côté avec la baie vitrée, et la Seine est magnifiquement mise en scène. Mais il y a cette difficulté à croire. Et par rapport à cette difficulté à croire, il est possible que les discours et argumentaires rationnels scientifiques ne suffisent pas. Il est possible aussi que la presse, maintenant, se fait quand même de plus en plus l'écho de ces transformations à l'œuvre. Il est possible aussi que les médias, la diffusion de l'information ne suffisent pas. Et il est possible, enfin, c'est un long détour pour arriver à la question que vous m'avez posée, il est possible enfin que la production de fiction, que l'art, que la création soient aussi des moyens à activer pour justement permettre la prise de conscience, la représentation et l'acceptation de ce qui est en train de se passer. Et c'est extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous avez assisté à la table ronde précédente avec Camille de Toledo, mais lorsque je l'ai interrogée sur les origines de la démarche, c'est une structure artistique qui est à l'origine de la mise en mouvement. Et je me suis dit, ça aussi, c'est extrêmement intéressant. C'est que les mises en dynamique ne sont peut-être pas là où, naturellement, on irait les chercher, et que l'art a toute sa place là-dedans. Alors, le Parlement alors, je dis d'autant plus facilement que c'est un très bon exemple, que j'étais membre de la commission qui a travaillé sur ce projet. Ce qui est très intéressant c'est doublement intéressant. D'abord, alors au-delà de l'édification juridique et de la création d'une œuvre que Camille a très bien présenté tout à l'heure, moi en tant que praticien, ce qui m'intéresse dans le Parlement, c'est pas tant ça. Non pas que ce soit pas intéressant, mais j'y vois deux autres choses. La première chose, c'est que lorsqu'on a commencé ce projet,
et qu'on a commencé à dire on va faire un Parlement de Loire au sein duquel siégeront côte à côte des entités, les humains et des entités non humaines, il y a eu comme un frisson localement, et en particulier tous les gens très sérieux, toutes les institutions très sérieuses qui s'occupent déjà de la Loire, du bassin versant, de la gestion de l'eau, etc. On dit non mais vous n'allez quand même pas inventer un nouveau truc dans un pays qui est déjà suradministré, vous n'allez pas inventer un nouveau truc en plus, alors qu'en plus la question de la gestion de l'eau est déjà quelque chose de très très complexe. Vous n'allez pas venir mettre le bazar, pour le dire simplement. Et notre parade par rapport à ça, alors que si on a écouté le discours de Camille, on voit bien l'intérêt qu'il y a quand même à ouvrir cette autre branche de réflexion pour penser et habiter l'Anthropocène. Mais la première parade par rapport à ça, c'était de dire non, non, mais rassurez-vous, on ne fait pas de politique. On est des saltimbanques, des artistes, des intellectuels. On va faire comme si on allait créer un Parlement de Loire. On ne va pas le faire réellement, d'ailleurs, le Parlement n'existe pas du tout. On va dire, on va juste faire comme si, dit autrement, c'est une performance. Mais quel est l'intérêt de cette performance? L'intérêt de cette performance, c'est que le résultat vient être présenté ici et que surtout, localement, elle conduit à changer les représentations, à considérer autrement la Loire, à considérer autrement les espèces qui la peuplent et avec lesquelles les habitants cohabitent, etc., etc. Dit autrement, en tant que performance artistique, et qui est accepté parce que présenté non pas comme un projet politique mais comme une performance artistique, on peut nouer un dialogue que sans doute on n'aurait pas pu lier. On peut ouvrir une perspective que sans doute on n'aurait pas pu ouvrir. Donc de ce point de vue-là, l'approche esthétique, par l'expérience esthétique, ouvre des possibles que dans un débat politique et scientifico-politique sérieux, on ne pourrait pas avoir. Ça c'est un premier point qui fait que c'est une expérience qui me semble extrêmement intéressante et qui, en tout cas dans son principe, peut avoir des conséquences. Alors oui, juste la suite, c'est que le Parlement, à l'issue de ce processus de construction et de l'écriture de ce livre, est en train de devenir, ou en tout cas pourrait devenir un projet politique à part entière. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de glissement, parce que évidemment que c'est politique, c'est éminemment politique. Si ce n'est que le fait de dire que ça ne l'est pas et de le présenter comme quelque chose d'artistique le rend acceptable et réalisable. Et c'est par la réalisation et par l'exercice de la preuve de l'intérêt de la chose que derrière ça peut produire des résultats intéressants. Alors je continue à noter réencastrer habitabilité, les relations, les interdépendances, service public de l'imaginaire et comment on met la création artistique au service d'ouvrir des possibles que le sérieux pouvait garder fermé. J'aimerais, il nous reste 5 minutes à peine, évoquer la question de la gouvernance de ces métropoles résilientes dans cette perspective de nouveaux modèles. Je voudrais que vous puissiez vous exprimer tous les deux là-dessus. Xavier Desjardins, dans ce que vous avez pu observer de gouvernance des territoires en France et ailleurs, est-ce qu'il y a pour vous des clés d'accélérateur de la résilience? J'utilise accélérateur à une fin précise, c'est que la temporalité de cette résilience, elle est impérative. C'est un impératif aujourd'hui. Oui. Question très difficile que vous posez. Non, mais tout à l'heure, on écoutait Camille de Toledo, et Joël Zac et là Stéphane Cordobès qui nous explique à quel point, d'une certaine manière, la prise en compte de la notion de résilience, d'anthropocène, etc., réinterroge nos catégories. Et en fait, l'organisation des pouvoirs, tout à l'heure Camille de Toledo et Stéphane la reprend aujourd'hui, nous expliquait je trouve très intelligemment comment l'impératif anthropocène nous obligeait à donner voix aux écosystèmes, etc. Et donc ça interroge, je dirais, complètement brutalement, et on voit bien comment notre système est à 10 000 lieues de tout ça. Et donc, dans nos affaires de gouvernance locale, donc je dirais, vous voyez comment c'était percuté, donc d'une certaine manière, vous voyez comment la question vous la posez après ce qu'ils ont dit. Voilà, bon. Mais quand même... On parle souvent d'atterrir. Mais atterrissons quand même. Et on voit bien aussi quelque chose. Cette fois-ci, je reviens des gouvernances, France, répartition des compétences, etc.
on voit bien en fait aussi comment, par exemple, le logiciel de construction, pour donner un exemple concret, le logiciel de construction de la répartition des compétences entre État et collectivités locales est complètement à 10 000 lieues de tout ça. On avait, rappelez-vous le processus de centralisation, on disait il y a des choses à l'État, puis les collectivités, on va leur donner des compétences en disant le poste, aujourd'hui PLU c'est les communes, les personnes âgées c'est le département, et puis il va s'occuper de l'immobilier des collèges, et puis les régions ils vont s'occuper du ferroviaire et des lycées. Voilà, c'est comme ça c'est la logique de la... Mais voilà, c'est les années 80, etc. Effectivement, bon, en plus, on sait bien que les collectivités dépassent leur périmètre de compétences, etc. Et on voit bien, c'est intéressant de rappeler ça, on voit bien comment ça avait une fonction à l'époque où c'était fait. C'est effectivement, on regarde ça rétrospectivement, c'était fait pour des raisons voilà, qu'on connaît ou pas, mais historiquement connues. Et d'une certaine manière, on voit bien voilà, comment, par exemple, voilà, cette répartition des compétences segmentées est complètement à contre-courant de tout ce qu'on dit sur la résilience et de gouvernement des interrelations. Donc vous voyez, ce que je trouve particulièrement intéressant justement avec nos notions de résilience, c'est que ça met bien en évidence, je dirais, l'effort conceptuel que nous avons à faire. Et par exemple, voilà, en gros, l'organisation des pouvoirs locaux, pour aller vite, voilà, répartition des compétences, ça paraît complètement absurde, parce que les vieux d'un côté, collège, machin, tout ça, quand on fait résilience, ça marche pas, enfin, on sent que c'est absurde. Et deuxième truc, qui est donner un autre exemple plus concret, la grande question, et Stéphane l'a très bien dit, la grande question de la résilience, c'est ce gouvernement des liens, c'est justement des liens alimentaires, des liens énergétiques, des liens tout ça. Et finalement, voilà, les pouvoirs locaux, ils font comment? Ils ont des trucs périmétrés. Je fais comment pour gérer, moi je suis une ville, je fais comment pour gérer les liens de recours alimentaire, d'énergétique à ma ville? Alors, ils essayent, ils bricolent, mais on voit bien comment, d'une certaine manière, cette organisation au long cours est aujourd'hui complètement percutée par les enjeux que Stéphane a très bien décrits. Votre regard, Stéphane Cordobès, sur gouvernance et résilience? Alors, je vais répondre par un détour. Bon, enfin, on fait ça depuis le début, donc ça ne va pas changer beaucoup les règles du jeu. Alors, dans la suite de notre débat, on aurait pu dire finalement, il faut repenser, il faut adopter la cause animiste et repenser la gouvernance de nos espaces en tenant mieux compte des intérêts des entités vivantes non humaines avec lesquelles nous cohabitons. Est-ce que la gouvernance de Rouen demain passera par un siège réservé à la Seine? Bon, j'en sais rien, mais c'est pas ça que j'ai envie de vous répondre en fait, même si quelque part je l'ai fait. Non, si je prends le terme de gouvernance au sens la manière dont les pouvoirs sont distribués, dans la manière de faire la ville, j'ai envie de vous répondre de la manière suivante. Si on s'intéresse à certaines expériences de résilience métropolitaine, et je pense en particulier à la Nouvelle-Orléans, c'est un défaut du terme résilience aussi. C'est qu'il a une propreté qui le rend très attirant et qui permet éventuellement de ne pas rentrer dans le dur du politique, dans le rapport au pouvoir, aux inégalités, etc. Donc je reviens vraiment sur le terrain classique, je dirais. La Nouvelle-Orléans, après Katrina, c'est, pour faire très simple, c'est très bien documenté. Après le passage de Katrina, le centre de la Nouvelle-Orléans est complètement inondé, en grande partie détruit, si ce n'est que, en 10 ans, la ville se reconstruit, les digues ont été érigées, la tempête cyclonique qui est passée il y a peu de temps, les digues ont tenu, donc tout le monde est rassuré. On pourrait dire, sacré exemple de résilience, après un tel traumatisme, après des milliers de morts, après une destruction du tissu urbain extrêmement importante, dire, ben voilà un territoire résilient. Si ce n'est qu'il y a une autre manière de lire l'histoire, c'est que la Nouvelle-Orléans, avant Katrina, était une ville peuplée de Noirs très majoritairement. Je n'ai plus le chiffre exact en tête, donc je ne le donne pas, mais très majoritairement. Après le passage de Katrina et la reconstruction, c'est une ville qui est devenue très majoritairement blanche. Donc la question que j'ai envie de poser, c'est résilience pour qui? C'est qui le territoire? Ouais, sujet qu'on a d'ailleurs aussi posé sur les impacts du changement climatique. Ouais. Qui? Les vulnérabilités. Et deuxième réponse, et ça va aller très vite, exemple plus proche de nous, le Covid.
Si on regarde la manière dont le Covid a impacté les différents territoires et en particulier les populations, il y a eu de très belles cartes dans le monde d'ailleurs. C'est quand même assez. Alors il y a deux lectures. Il y a une lecture sud et puis ouest, enfin sud-est, ouest, bon, assez classique dans la géographie française. Puis il y en a une autre. C'est exactement la carte des inégalités. Ça dessine les territoires les plus peuplés, les territoires les plus touchés sont aussi les territoires les plus pauvres. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que penser la gouvernance d'un territoire ou d'une métropole résiliente, c'est aussi sans doute s'interroger sur la manière dont le changement global risque très fortement d'aggraver encore les inégalités et d'affaiblir les populations les plus fragiles. Donc, je ne sais pas si on est encore dans la gouvernance, mais en tout cas, s'interroger sur ce facteur en se disant penser la résilience, c'est aussi penser ça, me paraît un point peut-être plus important que de vous donner une formule magique pour réorganiser la manière dont les métropoles sont gouvernées. Merci à vous deux, Stéphane Cordobès et Xavier Desjardins. Si je résume donc nos échanges avec résilience, réencastrée, habitabilité, alors c'est pas un résumé, c'est plutôt des mots-clés. Réencastrer, habitabilité, tissu de relations, imaginaire, art et imaginaire, et puis cette notion de qui est touché, le plus touché, les enjeux des inégalités territoriales. Avec ça, il y a de quoi travailler, explorer des pistes pour imaginer sur cette métropole et d'autres un avenir résilient. Oui ? On part comme ça? On peut partir comme ça. En plus, on a moins de 10 ans, donc tout va bien. Exactement. Merci à vous, Stéphane Cordobès et Xavier Desjardins. On peut les applaudir. Merci à vous. Vous n'avez pas eu l'occasion de poser des questions, mais le timing est un peu contraint puisque à 18h30, dans moins de 6 minutes, une nouvelle rencontre vous attend ici même. Vous pouvez rester installés. Le monde, la ville, la nature et le vivant. Une table ronde pensée, conçue et animée en partenariat avec le journal Le Monde. Ça va être passionnant. Merci à vous.